Ils vont nettoyer tout ce qui va prouver leur présence dans la maison. Hello les amis, bienvenue dans Meurtre et Mystère. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien débuté et que votre week-end s'est bien passé. En tout cas, moi ça va, ok? Tout va bien, tout roule bien, je respire encore et c'est l'essentiel. Mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast où on parle de meurtre et mystère toutes les semaines. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je filme chez moi, j'ai 4 lapins et un chien. Vous serez peut-être amené à entendre du bruit que je ne pourrai pas supprimer, ou des ronflements, ou des aboiements quand les voisins passent ou quand c'est les gens qui passent dehors. Mais en tout cas, je vais tout faire pour que la lecture de la vidéo ne soit pas dérangée. Je vais faire de mon mieux, à do my best. Voilà, petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraiment intéressante. On va parler d'un complot énorme qui va conduire à la mort d'un médecin très connu. On va donc parler du meurtre du docteur Teresa Sievers. Alors, qui était Teresa Sievers? Teresa Ann Grace Tottenham est née le 19 novembre 1968 à Derby dans le Connecticut et elle est décédée le 28 juin 2015 à Bonita en Floride. Teresa a été la fille de Mary Ann Groves et Jones Tottenham. Alors, la vie de Teresa ne va pas débuter tranquillement, en fait, tout simplement parce que elle n'avait que 1 mois quand ses parents se sont séparés définitivement. Mais ils vont réussir à garder une relation assez stable pour le bien-être de leur fille et ils ont vraiment réussi de ce côté-là. Alors, depuis son enfance, Teresa montrait une sorte d'intérêt pour la médecine et elle voulait à tout prix être médecin plus tard et c'est ce qu'elle va réussir à faire d'ailleurs. Mais avant ça, elle va terminer le lycée et elle va terminer majeure de sa promotion. Elle était la première des premières, literally. Donc, après avoir eu son bac, elle finit majeure de sa promotion. Qu'est-ce que Teresa fait? Elle va s'inscrire à la Ross University School of Medicine à Dominica. Donc, elle va faire ses premiers cursus là. Après, elle devait entrer en internat. Donc, pour son internat, il fallait qu'elle change de fac. Elle finira du coup ses études à la fac de médecine de Floride. Alors, pendant son internat, Teresa s'est mariée à un homme, mais le mariage a très vite volé en éclats. Enfin, ils se sont très vite séparés et très vite divorcés. Et juste après son divorce, elle a fait la connaissance de Mark Sievers, qui était le frère de l'une de ses amies et ils sont limite coup de foudre, enfin voilà. Donc les deux, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils vont tout simplement se marier en 2003 et c'était un mariage à la plage, enfin il y avait les familles, c'était un truc vraiment magnifique. Ils se marient et 6 mois plus tard, leur premier enfant va voir le jour. Alors pour les gens à l'extérieur, c'était le couple parfait, ils vont avoir 4 enfants, tout roulait bien pour eux, ils avaient une belle maison, enfin tout se passait bien. Faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, Teresa était médecin, par contre son mari était infirmier. Donc si vous calculez bien les choses, Teresa, elle devrait gagner plus que son mari. Et c'était le cas. Elle était la breadwinner de la famille. Et son mari, il travaillait, mais il travaillait peu parce que c'était l'homme au foyer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, cette histoire nous emmène au mois de juin 2015. Ce mois-là, Teresa, ses filles et son mari, elles vont quitter la Floride, où la famille habite, pour aller rendre visite aux parents de Teresa à New York. Donc, ils vont rester là-bas et au moment de partir, les enfants voulaient rester encore un peu parce que les enfants étaient... Les vacances scolaires venaient juste de débuter. Donc, qu'est-ce que Teresa fait? Elle décide de les laisser à New York avec leur papa et elle va rentrer parce qu'elle devait travailler le lendemain, c'est-à-dire le 29 juin 2015. Le problème, c'est que après que Teresa ait posé les pieds dans leur maison, plus personne n'aura jamais des nouvelles de Teresa. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle devait rentrer le 28 juin 2015 et elle devait travailler le lendemain. Donc, elle rentre et plus personne n'a plus de nouvelles. Où est passée Teresa? Enfin, bon, ils se disent peut-être qu'elle se repose, c'est pas grave. Mais le lendemain, quand les patients sont arrivés et Teresa n'est toujours pas arrivée et qu'on appelle son mari, on appelle la maison et que personne ne comprend rien, son mari va alors prendre la décision d'envoyer l'un de ses amis chez eux pour vérifier si peut-être qu'elle a fait un malaise ou quelque chose du genre. Et quand le monsieur arrive, la porte n'était pas bloquée. Il ouvre la porte et il tombe sur le cadavre de Teresa, la tête littéralement en morceaux au sol avec une mare de sang. Le gars, il était choqué. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il appelle la police et il demande au secours de venir tout de suite. Alors la police arrive, les secours arrivent, Teresa était morte, donc l'enquête débute, ils savaient pas du tout dans quel sens s'orienter. Et la première chose qui va leur taper à l'œil, c'est tout simplement le fait que, je sais pas qui a fait ce lien-là, mais depuis plusieurs mois, il y a eu beaucoup de médecins qui travaillaient dans la branche de Teresa qui se sont fait tuer en fait dans le pays parce que Teresa, c'était un médecin qui préférait travailler de façon holistique, vraiment sur des trucs naturels, elle proposait que des trucs naturels. Donc ils ont constaté que depuis plusieurs mois, pas mal de ces médecins-là s'étaient fait assassiner dans tout le pays et ils se sont dit mais est-ce que ça a un lien? Au final, ils
vont se rendre compte que non, ça n'a pas de lien du tout. Donc ils vont abandonner cette piste-là. Par la suite, ils vont s'orienter vers la piste d'un employé ou d'un patient mécontent parce que faut savoir que Teresa, c'était une personne qui ne mâchait pas ses mots. Elle était là pour t'aider et elle te le faisait comprendre tout de suite que si elle n'abandonne pas, toi tu n'as pas le droit d'abandonner. Et en plus de ça, elle était décrite par ses employés comme étant une vraie garce. Elle parlait mal, enfin, c'était vraiment compliqué de bosser avec elle. Et l'enquête va s'orienter vers l'une de ses employées dont le mari travaillait également pour Teresa. Et apparemment, cette personne-là, le matin du 29 juin, avait prévu de donner sa lettre de démission à Teresa. Donc ils vont enquêter sur la dame. Au final, ils vont constater qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Donc ils se sont retrouvés encore une fois bredouilles. Alors 8 jours après, du coup, la découverte du corps, Teresa sera inhumée. Et c'était triste, il y avait tout le monde, etc. Mais ce qui, moi, personnellement, m'a choqué, et qui ne m'a pas non plus pas choqué, c'est le fait que son mari, il portait constamment une arme à feu sur lui depuis l'annonce de la mort de sa femme parce qu'il avait soit peur pour sa vie, soit peur pour la vie de ses enfants. Et même à l'enterrement de sa femme, il portait une arme à feu. Pourquoi pas? Alors, la police ayant disculpé l'assistante, ayant disculpé les patients, etc., ils se sont dit, bon, peut-être que c'était un cambriolage qui a mal tourné. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir de travailler la piste du cambriolage qui a mal tourné. Et en fait, au final, ils vont se rendre compte que si c'était vraiment un cambriolage, mais qu'est-ce que la personne a pris? La personne n'a rien pris. Il y avait plus de 40 000 $ en liquide dans la maison, qui était pas vraiment très caché. Si tu cherchais, tu trouvais rapidement. En plus de ça, il y avait la collection d'armes à feu vraiment légendaire de marque, et rien n'a été pris. Ni les 40 000 $, ni les armes à feu. Du coup, le cambrioleur, enfin, ça n'a aucun sens. Donc, ils vont également abandonner la piste du cambriolage. Donc, qu'est-ce qui se passe? La police était vraiment à un point mort. Et 2 mois après le meurtre de Teresa, ils vont recevoir un tuyau d'un informateur, ok? Donc, on n'a pas le nom de cette personne. C'est un informateur de la police qui va leur donner un tuyau, qui va leur donner des noms, des pistes. Et ces pistes vont mener à l'arrestation de 2 hommes. Le premier ayant été arrêté s'appelle Jamie Rogers. Et le second qui a été arrêté 1 heure plus tard s'appelle Curtis Wright. Et let me tell you, je vais vous mettre une photo de Curtis là et une photo du mari de Teresa là. Croyez-moi, quand on a tous vu la photo du mugshot de Curtis et qu'on est reparti chercher une photo du mari de Teresa, on s'est rendu compte que limite c'est la même personne. Ils se ressemblaient tellement que c'était flippant. Donc c'est là que tout le monde s'est mis à se poser des questions. Et non, ils ne sont pas frères ni jumeaux. Ils étaient tout simplement des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi dans le même quartier. Ils étaient très amis. Et apparemment, Curtis avait une sorte d'obsession pour Mark. Et il faisait tout comme Mark. Littéralement, tout comme Mark. Par exemple, quand Mark s'est retrouvé à se raser la tête à cause de sa calvitie, Curtis, qui lui n'avait pas de calvitie du tout, s'est lui aussi mis à se raser la tête, à laisser la barbe. Enfin, il voulait être Mark. Enfin, c'est bizarre, limite malsain. Anyways, faut savoir que Curtis, qui s'est fait arrêter du coup dans le cadre du meurtre de Teresa, c'est une personne qui était très proche de la famille. Donc tout le monde a été choqué. Vous n'imaginez pas le degré de trahison que la famille a pu ressentir. C'est-à-dire que, laissez-moi vous expliquer, 2 mois avant le décès de Teresa, Teresa et Mark étaient au mariage de Curtis. Mark était son best man, ok? Et dites-vous que ce gars a eu le culot quand même d'aller à l'enterrement de Teresa. Et en plus, c'était une personne qui côtoyait vraiment le couple au quotidien parce que même s'ils habitaient, lui il habitait dans le Missouri et que Teresa et son mari habitaient en Floride, il était également embauché par Teresa pour gérer son système d'exploitation des ordinateurs de son cabinet parce que Curtis c'était un génie de l'informatique. Donc Teresa l'embauchait en plus pour s'occuper de son cabinet, tout simplement. Quand il devait venir travailler, il venait et puis il faisait ce qu'il avait à faire. Enfin, limite, tu mords la main qui te nourrit en fait. C'est ce que moi j'ai compris dans cette histoire. D'autre part, avant de continuer cette histoire, je voulais juste vous informer que Curtis, en 1996, a été le suspect et il est toujours le suspect dans la disparition d'un prêtre. C'était une parenthèse. Alors, grâce au tuyau que la police a obtenu, enfin aux tips, ils ont enquêté et ça a mené à l'arrestation des deux, de Jamie et de Curtis. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont retrouver la voiture que les 2 hommes ont pris pour faire le trajet du Missouri en Floride et l'inverse au retour. Et quand ils prennent la voiture, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste le GPS et ils vont tout simplement extraire les informations du GPS. Et croyez-moi, j'ai été choquée en fait parce que Curtis, qui est connu pour être un génie de l'informatique, comment il a pu se laisser faire prendre à cause d'un simple GPS? I don't get it. Anyways, tu peux être le plus intelligent des meurtriers, tu vas toujours faire une erreur. C'est comme ça. C'est la vie. Continuons. Du coup, le GPS va tout simplement montrer que Curtis et Jamie sont partis du Missouri le 27 juin 2015 et ils vont arriver à l'adresse des Sievers le 28 juin 2015. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils vont pénétrer dans la maison. Vous savez, Curtis est un génie en informatique. Il va désactiver l'alarme très facilement. Ils vont pénétrer dans la maison, ils vont commencer à préparer les lieux, etc. Puis, ils vont repartir, du coup, parce qu'ils devaient attendre
attendre l'arrivée de Teresa. Mais en attendant, comme ils savaient très bien à quel moment elle allait descendre de l'avion, tout ça, ils se sont rendus au Walmart où ils vont acheter leur kit de tueur, marteau, sac poubelle, lingette nettoyante, etc. Ils achètent tout ça, ensuite ils repartent et le pire c'est qu'ils sont filmés par les caméras, les cons. Donc ils sont repartis, ils ont fait leur achat, ils repartent, ensuite ils vont à la plage où ils profitent du soleil. Bref, ils profitent du soleil, mais la blague, je vous jure, ils profitent du soleil et quand ils se rendent compte que ça va être bientôt l'heure pour que Teresa arrive à la maison, ils repartent et ils pénètrent dans la maison, ils se garent plus loin et ils attendent Teresa. Et quand Teresa entre dans la maison, elle est chez elle, donc pour elle, elle ne craignait rien. Donc elle entre dans la maison, elle enlève ses chaussures, elle fait ci, et ensuite elle va à la cuisine et c'est là que Curtis va arriver par derrière et lui mettre 3 coups de marteau à la tête. Et là, par la suite, Teresa n'était toujours pas morte, hein. Elle était vivante, mais elle était grave sonnée. Et c'est là que Jamie va prendre le marteau et il va lui fracasser le crâne à plusieurs reprises jusqu'à ce que, limite, elle était morte et il continuait à lui fracasser le crâne. Ensuite, après le meurtre de Teresa, ils vont nettoyer, mais ils vont pas nettoyer genre le sang, etc. Non, ils vont pas toucher tout ça. Ce qu'ils vont nettoyer, c'est tout ce qui va prouver leur présence dans la maison. Et ils vont repartir le matin du 29 juin 2015 et ils vont faire le trajet retour vers le Missouri. Et c'est quelques heures après que Mark va envoyer un ami à la maison pour vérifier pourquoi Teresa ne décrochait pas et pourquoi on ne savait pas où elle est. Et le monsieur, malheureusement, va découvrir le cadavre de Teresa. Du coup, la police a trouvé les preuves de tout ça, hein, et malgré tout ça, Jamie et Curtis, ils n'en débordaient pas, ils lâchaient pas, ils disaient non, nous on est innocents, nous on n'a rien fait, nope, nope, nope. Et c'est là que va intervenir la copine de Jamie qui était enceinte à ce moment-là. Donc quand la jeune femme sera interrogée par la police, elle va leur dire tout de suite ce qu'elle sait, parce qu'elle ne voulait pas avoir de problème. Elle va leur raconter que Jamie lui avait remis des vêtements imprégnés de sang, des gants imprégnés de sang, tout ça, et lui a demandé de s'en débarrasser et elle va même leur indiquer où elle s'en est débarrassée et quand la police est allée chercher, ils vont bien trouver les affaires là. Ensuite, elle va leur dire que quand elle s'est débarrassée des affaires, elle va le pousser à lui dire ce qui s'est passé. Et là, elle va raconter en détail le meurtre de Teresa que Jamie lui a raconté. Et elle n'en est pas restée là. Elle va aller jusqu'à dire que Jamie devait être payé 10 000 $ pour sa participation dans le meurtre. Du coup, c'est à ce moment-là que la police va se dire mais attendez, pourquoi Curtis paierait une personne pour l'aider à tuer Teresa? Ça n'a aucun sens. Donc ils vont retourner leur enquête, rediriger l'enquête vers Mark et c'est là qu'ils vont découvrir que Mark était sur le point de recevoir 4,5 millions de $ des assurances. Il y en avait 5 assurances vie sur Teresa. Il devait recevoir 4,5 millions de $. C'était l'affaire littéralement de quelques jours pour que l'argent arrive sur son compte. Et c'est là qu'ils vont se dire Du coup, la police, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre cette information-là, ils vont aller voir Jamie, ils vont lui dire ta copine, elle nous a tout dit, on sait que tant, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et c'est là que Jamie va se mettre à table et il va leur raconter tout ce que sa copine leur a dit par rapport au meurtre et il ne va pas s'arrêter là, il va bien confirmer qu'il devait recevoir 10 000 $ pour sa participation et que le commanditaire, ce n'était pas Curtis, c'était Mark, le mari de Teresa. On est d'accord? On est d'accord. Et Jamie va aller jusqu'à leur dire que son paiement devait être effectué dès que Mark aurait reçu l'argent des assurances vie. Donc, qu'est-ce que la police fait après avoir entendu Jamie? Ils vont aller voir Curtis pour essayer de, talk to us, mais Curtis, il voulait rien entendre. Donc, évidemment, ils vont le laisser croupir en prison en attendant son procès. Le truc, c'est que Curtis, après avoir passé 8 mois en prison et avoir compris que c'est la Floride, peine de mort pour le crime capital, il a bien réfléchi. En tout cas, ça lui a pris 8 mois pour bien réfléchir et il s'est dit, bon, comme Mariah Carey le dirait, it's time! Exactement. Ça a fait ding dans sa tête et il s'est dit bon voilà, c'est pas à moi de payer pour tout ça tout seul. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à table et il va commencer à parler. Il va leur raconter comment ça a commencé, comment Mark au début a commencé tout doucement, hein, c'est la limite du grooming, je sais pas. Il va commencer tout doucement à parler de ses problèmes de couple avec Teresa. Ensuite il va parler de leurs problèmes financiers, etc. Et ensuite c'est parti un peu et au final on a atterri sur si je la tue, non seulement elle est plus là, je n'ai plus de problème de couple, mais en plus j'aurai de l'argent pour régler nos problèmes financiers. C'est tout. Il a même pas pensé au fait que leurs 4 filles n'auront plus leur maman. Qu'est-ce qui va se passer suite au fait que Curtis s'est mis à table? Le procureur va lui proposer un accord et il accepte. Donc en échange de son témoignage contre Jamie et contre Mark, il va bénéficier d'une inculpation de meurtre au second degré et il va prendre 25 ans. Donc Curtis accepte et dès le jour où l'accord est signé, Mark va se faire arrêter. Et il est inculpé et vous devez vous demander il est inculpé pourquoi? Mark est inculpé de meurtre au premier degré, crime capital.
sans négociation. Donc 4 ans après aura lieu à 1 mois d'intervalle le procès de Jamie en premier, puis le procès de Mark. Le procès de Jamie va débuter en octobre et pendant le procès, le procureur va utiliser le témoignage de la copine de Jamie, mais il va aussi utiliser le témoignage de Curtis, mais il n'oubliera pas non plus d'inclure les affaires que Jamie avait demandé à sa copine de jeter parce que les affaires avaient été retrouvées, hein. Donc il va utiliser tout ça. Donc Jamie, il était cuit. Jamie ne va pas témoigner à son procès et il a eu raison parce que c'est toujours une mauvaise idée de témoigner à son procès. Très mauvaise idée. Ne jamais faire ça. Donc son avocat n'avait pas vraiment beaucoup de cordes à son arc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer en fait de décrédibiliser Curtis en disant qu'il a fait un accord pour essayer de minimiser son rôle et que Jamie n'avait rien fait. Jamie l'avait juste accompagné. Enfin voilà, Jamie l'a juste accompagné. Jamie n'a pas tué, il n'a pas tapé, il l'a aidé à nettoyer, tout ça. Mais voilà. Allez, on se moque de qui là? Anyways, donc le procès va se dérouler, tout va bien se passer, etc. Et le jury va délibérer pendant 2 jours. I don't get it. Mais pourquoi ça vous prend 2 jours? Anyways, ils vont délibérer pendant 2 jours et au final, il sera reconnu coupable de meurtre au second degré et le juge le condamnera à la prison à perpétuité. Par la suite, en novembre, c'est ironique parce que Teresa est née en novembre. En novembre 2019 aura lieu le procès de Mark. Donc les mêmes témoins vont faire leur défilé. Il va se retrouver face au même procureur. Et vous savez, moi, en 2019, l'une des choses qui m'a énervée quand je suivais ce procès-là, c'est tout simplement le fait que Mark, il est arrivé tout sourire, détente. C'est comme s'il venait prendre un verre avec des potes. La vie est belle. Everything's good. Like, meuf, mec, t'es inculpé de meurtre capital. Tu risques la peine de mort, mon gars. Ah non, il est arrivé détente, tout sourire. La vie est belle. Le temps est beau. La vie est belle. Like, anyways. Donc, les témoins ont fait leur défilé. Tout ce qui s'est passé. Ils vont retrouver des preuves dans le téléphone de Mark aussi. Donc, le procureur va tout étaler, et le jury va alors délibérer. Et le jury est revenu avec un verdict. Et le verdict était tout simplement coupable de meurtre au premier degré. Et le jury va recommander au juge la peine de mort. Donc, suite à ça, le 3 janvier 2020, Mark va venir devant le juge pour avoir sa sentence, tout simplement. Et le juge va lui dire, moi, je ne juge pas le cœur, enfin, je juge les actions, etc. Et je te condamne à la peine de mort, tout simplement. Voilà. Personnellement, j'étais assez contente d'entendre ça, peine de mort, là. Mais j'étais en même temps en colère. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ce genre de personnes, vous imaginez déjà quand on prend un marteau et qu'on te tape dessus, vous imaginez la douleur. Ils ont fracassé le crâne de la dame, elle leur a rien fait. Rien du tout. Et lui, pour moi, en fait, pour ce genre de personnes qui commettent des crimes de ce genre, pour moi, il mérite de mourir dans des circonstances similaires. Je sais pas si vous comprenez. Je regrette la chaise électrique dans ce sens-là. Là, on va l'endormir. Vous voyez, on va l'endormir avant d'arrêter son cœur, etc. Non. Soit il prend une mort similaire, c'est-à-dire on prend un marteau, on lui fracasse le crâne jusqu'à ce qu'il meure, soit on le met sur la chaise électrique. Mais bon, on peut pas tout avoir. On a déjà eu la peine de mort. Voilà. Du coup, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'acceptait pas qu'il soit condamné à la peine de mort parce que il nous a toujours dit, non mais je suis innocent, I'm innocent. Oh, mes enfants, mes filles, elles ont déjà perdu leur mère. Elles vont encore perdre leur père. Oh my god, get the fuck out of here. Get out. Donc, il accepte pas et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une demande pour être rejugé. Et sa demande sera rejetée. Je sais pas pourquoi je rigole. La demande sera rejetée. Et c'est mérité. You deserve the worst. Mourir dans des circonstances vraiment atroces. C'est tout ce que tu mérites. Parce que avant de faire ce que tu as fait, tu n'as pas pensé à tes enfants qui n'allaient plus avoir leur mère. Tu as juste pensé, elle va mourir, moi je serai toujours là, on va pas m'attraper. Et qu'est-ce que je fais? Je reçois l'argent des assurances vie, je règle nos dettes et ensuite je fais la Java avec le reste. Like, you deserve the worst. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. Une histoire, je vous ai dit, une histoire qui est... En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Or whatever you want. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.